Depuis l'essor de la photographie, le médium s'est imposé comme un témoin incontournable des guerres, façonnant notre mémoire collective à travers des images iconiques. Mais avant qu'elle ne devienne un outil de documentation et de dénonciation, avant qu'elle ne capture l'horreur des combats en temps réel, il a fallu l'apprivoiser. Comment photographie-t-on la guerre quand la technique elle-même impose des contraintes ? Et surtout, qui décide de ce que nous voyons et de ce qui doit rester invisible ? Car avant de devenir ce témoin incontournable des conflits, avant de s'imposer comme un outil de propagande, de documentation, d'investigation, la photographie de guerre a dû se faire une place, évoluer et se réinventer face aux enjeux politiques et technologiques. Dans ce premier épisode d'une série en 2 parties, je t'invite à explorer la naissance de la photographie de guerre, des premières représentations antiques aux images marquantes de la guerre civile espagnole. Comment est-on passé des gravures illustrant les batailles aux photographies instantanées capturant la violence d'un conflit en direct ? Qui sont ces photographes qui, dès le 19e siècle, ont compris que l'image pouvait devenir une arme aussi puissante qu'un fusil ? Ce premier chapitre nous plonge dans une époque où photographier la guerre relève autant du défi technique que du choix politique. Une époque où l'image est encore soigneusement mise en scène, mais où peu à peu elle commence à révéler la guerre sous un jour plus cru, plus réaliste et parfois insoutenable. Alors installe-toi confortablement et prépare-toi à un voyage dans le temps, au cœur des premières images qui ont changé notre perception des conflits. Je suis Élodie Bonin et tu écoutes Nicéphore, le podcast qui te plonge dans l'histoire de la photographie pour insuffler une nouvelle ère dans ta créativité. En te promenant dans les salles du musée du Louvre, tu pourrais t'arrêter devant le premier témoignage visuel d'un conflit armé. Daté d'environ 2450 avant Jésus-Christ, la stèle des Vautours commémore la victoire militaire du roi de Lagash sur la cité d'Douma. Depuis, l'art de narrer les conflits traverse les âges, adoptant différentes formes, toujours adaptées à leur époque. Durant l'Antiquité, ce sont les empereurs et les rois qui commandent des stèles, fresques et bas-reliefs pour légitimer les guerres et glorifier leur victoire. Le peuple, lui, suit l'actualité en écoutant les bardes et poètes raconter ses exploits ou en lisant les Acta Diurna, littéralement faits du jour, considérés comme l'ancêtre de la presse papier. Au Moyen-Âge, la représentation visuelle des conflits est délaissée, jugée trop profane. Pourtant, la population ne reste pas ignorante des affrontements. Dans chaque ville, les crieurs publics annoncent les nouvelles des combats. Ceux qui recherchent plus d'aventures peuvent se laisser happer par les récits chevaleresques des troubadours. Pendant ce temps, les moines consignent les guerres dans des manuscrits richement illustrés d'enluminures. Quant à la xylographie, elle devient un moyen privilégié pour représenter les batailles et leurs conséquences fatales, notamment à travers les danses macabres. À la Renaissance, les monarques renouent avec la représentation officielle des conflits. Ils commandent aux peintres des tableaux glorifiant leurs conquêtes militaires, des œuvres très idéalisées qui privilégient le spectaculaire et le mouvement. Mais vient ensuite un tournant majeur dans la diffusion de l'information en 1450 avec l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Cette avancée donne naissance aux gazettes, des journaux imprimés qui relatent l'actualité locale, nationale et européenne.
Rapidement, les articles s'enrichissent de gravures pour illustrer les événements. La bataille de Lépante en 1571 est d'ailleurs le premier conflit représenté de cette manière. Jusqu'au XIXe siècle, la presse gagne en liberté et s'impose au cœur de la communication militaire. L'esprit critique s'y fait une place, notamment à travers des illustrations satiriques qui tournent parfois en dérision les conflits et leurs dirigeants. Les peintres, eux aussi, s'émancipent. Certains utilisent leur art pour dénoncer les horreurs de la guerre. Goya, par exemple, critique ouvertement les exécutions napoléoniennes en Espagne avec son célèbre tableau le 3 mai 1808. Le 8 juillet 1848, le journal L'Illustration publie un dossier de 10 pages retraçant l'insurrection populaire qui a secoué Paris quelques jours plus tôt. Parmi les 33 gravures qui illustrent l'article, l'une porte une mention inhabituelle, d'après les planches daguerréotypées de M. Thibault. M. Thibault, photographe de son état, s'est rendu sur le terrain le 26 juin, juste après une attaque des troupes militaires pour capturer les barricades. Depuis un toit, il immortalise une scène, légèrement brumeuse, où les soldats apparaissent flous en raison du temps de pause encore long de plusieurs secondes à l'époque. Pourtant, dans le journal, ce n'est pas sa photographie qui est publiée, mais une gravure inspirée de son cliché. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'à cette époque, le daguerréotype est une prouesse technique, mais il présente un inconvénient majeur. Il est impossible d'en faire des copies. Chaque image est unique. De plus, le temps de pause prolongé engendre des imperfections, notamment le flou. La gravure permet donc de retranscrire la scène en y ajoutant plus de précision pour une meilleure lisibilité par le lecteur. Les premières photographies de guerre ne sont donc pas diffusées en tant que telles. Elles passent d'abord par le filtre de la gravure. Nous sommes au printemps 1854 et l'Europe s'engage dans un conflit d'une ampleur inédite, la guerre de Crimée. Elle oppose la Russie à une coalition regroupant l'Empire ottoman, la France, le Royaume-Uni et le Royaume de Sardaigne. Cette guerre marque un tournant non seulement sur le plan militaire, mais aussi dans la manière dont elle est documentée. Alors que les combats font rage, la presse britannique alerte l'opinion publique sur de potentielles négligences concernant les conditions de vie difficiles des soldats. Pour contrer ces accusations et rassurer la population, la couronne missionne le photographe Roger Fenton afin de documenter le conflit. Déjà célèbre pour avoir fondé le Royal Photographic Society, il entre définitivement dans l'histoire en devenant le premier photographe officiel de guerre. En février 1855, Roger Fenton embarque avec son assistant Marcus Sparling à bord d'un navire en direction de la Crimée. Pendant 4 mois, ils parcourent les routes à bord d'une roulotte spécialement aménagée pour transporter leur matériel photographique. Mais contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, sur les 360 images réalisées, aucune ne capture les combats en direct. Le matériel est trop encombrant et chaque prise nécessite 15 secondes d'exposition. Fenton choisit donc de préserver ses plaques et ses produits chimiques pour immortaliser l'avant et l'après-bataille, en évitant de prendre des risques inutiles, à la fois pour sa propre sécurité et pour la qualité des images. Il livre une série de clichés d'une tranquillité absolue. Parmi eux, Valley of the Shadow of Death se démarque. À première vue, il peut s'agir d'une simple photographie d'un chemin de campagne rocailleux. Mais quelques mois plus tôt, sur cette même route de campagne, s'est déroulée une embuscade meurtrière où 600 soldats britanniques ont trouvé la mort. Depuis, cette plaine de Balaklava est tristement surnommée la vallée de la mort. L'image, en apparence anodine, dépasse le simple constat visuel. Elle devient une œuvre commémorative, où les boulets de canon jonchant le sol rappellent l'absence des corps tombés. Mais rares sont les photographies à refléter la brutalité du réel.
Valley of the Shadow of Death fait figure d'exception. La plupart des premières images de guerre sont mises en scène. Roger Fenton demande aux soldats de poser face à l'objectif, soit sous forme de portrait, soit dans des compositions plus élaborées. Il construit ainsi une vision héroïque et rassurante de la vie militaire, bien loin du carnage qui se joue réellement sur le terrain. Massacres sanglants, soldats agonisant sur les champs de bataille, maladies qui emportent 22 000 hommes, hiver russe qui provoque nombre d'amputations et de décès. Tout cela, Roger Fenton a interdiction de le photographier. Sur ordre même de la couronne, il doit respecter une règle stricte. Pas de cadavres, pas de soldats blessés, pas de malades, pas d'hôpitaux. À son retour en Angleterre, en juillet 1855, ces photographies sont immédiatement exploitées par la presse. Les journaux s'en inspirent pour illustrer leurs articles, tandis que les tirages sont assemblés dans des albums de luxe destinés à des personnalités influentes du monde politique et militaire. À une époque où l'on croit dur comme fer en l'objectivité absolue de l'image, personne ne remet en question la véracité de ces clichés soigneusement orchestrés. Après Fenton, d'autres photographes européens se rendront en Crimée pour documenter les conflits, et tous, sans exception, livreront des images d'une guerre étonnamment calme, où règne une étrange mise en scène théâtrale. Les motivations à ces mises en scène varient, encore une fois les limites techniques de la photographie de l'époque, la volonté de soutenir les décisions politiques et militaires, le souci d'épargner les familles restées au pays, ces mères, ces femmes, ces enfants qui espèrent encore revoir leurs proches en vie. Mais une chose est certaine, ces trois facteurs ont façonné une iconographie de guerre inédite, où l'image sert avant tout d'outil de propagande destiné à rassurer le peuple et à légitimer les choix du pouvoir. À l'été 1855, Sébastopol tombe aux mains des Alliés, marquant la fin de la guerre de Crimée. Après une année de couverture médiatique intense, certains photographes rentrent chez eux. D'autres, en revanche, poursuivent leur quête documentaire à l'image de Felice Beato, un Vénitien naturalisé britannique. Après avoir couvert la guerre de Crimée jusqu'à la chute de Sébastopol, il se rend à Calcutta pour entamer un voyage en Inde du Nord. Il y documente notamment les conséquences de la révolte des Sipahis de 1857, dont une photographie prise au palais de Secunderabad témoigne de l'horreur du conflit. Là-bas, les troupes britanniques, épaulées par l'armée indienne, capturent 2000 rebelles avant de les exécuter à la baïonnette et de jeter leurs corps dans la cour du palais, abandonnés aux chiens et aux vautours. Réalisée en 1858, soit un an après le massacre, cette photographie est aujourd'hui considérée comme la première à montrer toute l'horreur de la guerre. Des cadavres, ou plutôt ce qu'il en reste, des ossements dispersés parmi les ruines. L'année suivante, Felice Beato quitte Calcutta et embarque avec les troupes franco-anglaises en route pour la Chine. Le pays est alors plongé dans la Seconde Guerre de l'opium, opposant la dynastie Qing à la France et au Royaume-Uni. Ce conflit trouve son origine dans des tensions commerciales et diplomatiques. Après une première guerre de l'opium entre 1839 et 1842, qui force la Chine à ouvrir certains ports au commerce britannique, les Occidentaux exigent de nouveaux privilèges. En 1856, la saisie d'un navire britannique par les autorités chinoises sert de prétexte à Londres pour déclarer la guerre. La France se joint rapidement au conflit pour venger l'exécution d'un missionnaire catholique. Les hostilités culminent en 1860 avec la campagne militaire franco-britannique contre Pékin. Felice Beato suit les troupes alliées et photographie les paysages dévastés par les affrontements. Il capture notamment le palais d'été, juste avant sa destruction par les forces franco-britanniques. Mais plus marquant encore, il assiste à la prise des forts de Takou, le 21 août 1860. Après la victoire des Alliés, il immortalise le carnage à travers 2 photographies totalement inédites. Pour la première fois dans l'histoire, ces images ne montrent ni un champ de bataille désert, ni des ossements blanchis par le temps, mais bien des soldats chinois, morts ou mourants. Ce détail est crucial. Beato ne photographie presque jamais les soldats alliés tombés au combat. Comme la majorité des photographes de son époque,
Il sait que ces clichés sont destinés à un public occidental, des soldats présents au front jusqu'à la population restée au pays. Ces images sont pensées pour illustrer la victoire des Alliés, renforcer le moral des troupes et justifier la guerre auprès de l'opinion publique. Photographier les cadavres ennemis servait donc un objectif précis, affirmer la supériorité militaire. Mais pour accentuer encore l'impact de ces images, certains photographes n'hésitaient pas à manipuler les corps pour renforcer leur effet dramatique. Felice Beato en est soupçonné, mais pour d'autres, la mise en scène est avérée. C'est notamment le cas d'Alexander Gardner, l'un des 12 photographes civils qui documentèrent la guerre de sécession. Ce conflit américain sanglant oppose les États de l'Union du Nord, dirigés par Abraham Lincoln, aux États confédérés du Sud, qui ont fait sécession pour défendre l'esclavage. Les batailles sont d'une violence inédite et entraînent des pertes humaines considérables. En juillet 1863, Gardner apprend qu'une bataille décisive se prépare à Gettysburg. Une fois la victoire acquise par les États de l'Union, il se rend sur place pour documenter les ravages du conflit. Partout, des cadavres jonchent le sol, témoignant de l'ampleur du massacre. Mais contrairement à ses confrères, Gardner ne se contente pas d'observer. Il manipule les corps pour composer des scènes plus percutantes. Ainsi, il réalise sa célèbre photographie « Home of a Rebel Sharpshooter » en déplaçant le cadavre d'un soldat confédéré vers un endroit plus photogénique. Bien que cet acte soulève aujourd'hui des questions éthiques et morales, les clichés de Gardner marquent profondément l'opinion publique de son époque. Car pour la première fois, la presse comprend l'immense pouvoir émotionnel de la photographie. Même transformées en gravure pour être publiées, ces images bouleversent les lecteurs. Susan Sontag résume parfaitement cet impact psychologique et émotionnel dans son ouvrage intitulé « Devant la douleur des autres » qu'elle publie en 2003. Regardez, disent les photographies. C'est cela, la guerre. Voilà ce que fait la guerre. Et cela aussi. La guerre déchire, met en pièces. La guerre éventre, éviscère. La guerre calcine, la guerre démembre. La guerre provoque la ruine. Alexander Gardner et son assistant Timothy O'Sullivan poursuivent cette approche en 1865, après l'assassinat d'Abraham Lincoln. Lorsque 4 conspirateurs sont condamnés à mort, ils réalisent une série de 19 portraits des accusés, publiés dans la presse pour captiver l'opinion publique. Ce récit visuel introduit leur mise à mort imminente et attise la curiosité des lecteurs. Le 7 juillet 1865, Gardner immortalise leur exécution par pendaison à travers 8 photographies, capturant chaque étape en commençant par le supplice, en suivant par l'attente sur l'échafaud pour finir au corps suspendu. Ces images, d'une force inédite, témoignent d'un basculement. La photographie ne se contente plus de documenter la guerre, elle devient un outil de narration à part entière, capable de façonner la mémoire collective. Exploitée par la presse, elle s'apprête à ouvrir une nouvelle voie, celle du photojournalisme. Mais pour révolutionner la manière dont l'information est diffusée par la photographie, il est primordial de trouver un procédé technique et chimique permettant de reproduire les images de manière plus large et accessible dans la presse. De nombreux inventeurs s'attellent à cette tâche, mais les défis sont nombreux. Le procédé doit être rapide et économique pour les journaux, tout en permettant d'intégrer l'image au texte sur une même page, sans sacrifier la qualité photographique et le rendu des nuances de gris. Walter Bentley Woodbury est le premier à relever ce défi. Son invention, la photoglyptie, séduit plusieurs hebdomadaires dans les années 1870 et 1880, grâce à sa qualité d'impression exceptionnelle. Cependant, les photographies et les textes ne peuvent être imprimés simultanément en raison de l'utilisation d'une matrice en creux. Alors je vous passe les détails de cette technique, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les imprimeurs doivent procéder en 2 étapes distinctes, augmentant ainsi les coûts de production. Un obstacle rédhibitoire pour de nombreux journaux.
Il faut finalement attendre 1893 pour qu'une solution adaptée aux exigences de la presse voie enfin le jour. Issue d'une collaboration entre l'inventeur français Charles-Guillaume Petit, l'allemand Georges Meisenbach et l'américain Frédéric Ives dans les années 1870, la simili-gravure révolutionne l'impression en transformant l'image en une trame de points, simulant ainsi les nuances de gris et les dégradés tonaux. Toutefois, le procédé reste artisanal et donc trop coûteux pour être adopté de manière générale. Ce n'est que 20 ans plus tard que l'américain Max Levy perfectionne cette technique. Désormais, le procédé est pratique, rapide, économique et d'une qualité suffisante pour satisfaire les éditeurs. Les maisons d'édition réalisent ainsi des économies substantielles en temps et en argent. Plutôt que de commander des gravures, elles installent des laboratoires photographiques dans leurs propres locaux, exploitant la simili-gravure aussi bien pour les prises de vue que pour les commandes d'illustration. Désormais, la presse est acquise à la cause des photographes de guerre. Un nouveau format journalistique émerge alors, le magazine. Il se distingue en plaçant l'image au premier plan, l'illustration devenant son principal argument de vente. En couverture, une annonce promet déjà une 50aine de photos publiées, soit le double de ce que propose un journal classique, pour un prix 2 fois moins élevé. Pour renforcer son attractivité, la mise en page est entièrement repensée afin de rythmer la lecture par les images. Avec le temps, les maquettes se complexifient, associant photographie et texte de manière toujours plus innovante, jusqu'à intégrer des montages. La couverture, quant à elle, met en scène l'actualité. À la Belle Époque, les lignes éditoriales privilégient les faits politiques, nationaux et internationaux, mais aussi les récits sensationnels, susceptibles de captiver le public. Plus une actualité est choquante, plus elle attire. Ça, la presse l'a bien compris. Un exemple marquant est le numéro de La Vie illustrée, publié le 8 juillet 1904. En pleine guerre russo-japonaise, il est affiché en une de La Vie illustrée l'exécution d'un Kunguz en Mandchourie. Sur l'image, on voit une foule qui contemple une tête décapitée, brandie par l'exécutant et son sabre encore maculé de sang. Et pour renforcer son impact visuel, la photographie est imprimée en bichromie, mettant en avant le rouge vif de la tête tranchée. Le titre du journal s'affiche lui-même en rouge sang. D'ailleurs, avec la guerre russo-japonaise, la photographie s'impose définitivement face au dessin. Conscients du bouleversement en cours, de nombreux illustrateurs se reconvertissent et trouvent leur place dans les laboratoires photographiques des bureaux de presse. Les agences, elles, nouent des partenariats avec des publications étrangères pour enrichir leur offre avec des reportages internationaux. Face à la demande croissante et aux nouvelles opportunités économiques, les photographes commencent à se regrouper et à se spécialiser dans l'illustration photographique. C'est ainsi que naissent les premières agences de photoreporters qui permettent de distinguer les professionnels des amateurs et optimiser la production d'images en mettant en place un réseau structuré et performant. Dès 1906, un nouveau défi s'impose: réduire le temps nécessaire à la diffusion des images. Jusqu'alors, les photographes devaient rentrer dans leur pays pour permettre la diffusion de leurs clichés dans la presse, un processus long et contraignant. Mais alors, comment transmettre ces images directement depuis le front, bien avant l'ère du Wi-Fi et d'Internet? La réponse se trouve dans l'invention de la téléphotographie, qui permet d'envoyer des images à distance via le télégraphe. Toutefois, ce procédé reste peu exploité en raison des stries verticales qui altèrent la qualité des photographies, chose qu'on peut voir quand on imprime nos photographies sur une mauvaise imprimante. C'est finalement le bélinographe portatif qui marque une véritable révolution dans l'histoire. Cet appareil permet la transmission d'images via les circuits téléphoniques ou la radio, accélérant considérablement la diffusion des reportages photographiques. Imaginons l'exemple d'une arrestation sensationnelle. La voiture Bellino arrive de toute urgence sur les lieux du reportage. Le photographe opère en toute hâte avant que les policiers n'emmènent leur capture. Il va aussitôt développer son cliché dans sa voiture aménagée en laboratoire. 3 minutes après, il est en possession de sa photo. Il prépare alors sa valise Bellino dont le poids de 15 kg lui assure une grande rapidité de mouvement.
Il branche sa valise sur une ligne téléphonique qui le relie au central archive. Celui-ci le met en communication avec le bélinographe récepteur, la conversation s'engage. Ici Bélino Réception, j'écoute. Je vous passe l'arrestation de l'espion du 119, prêt? Allez-y, roulez. Le cylindre récepteur est engagé dans l'appareil Belin, tandis que l'opérateur engage la photo dans le cylindre émetteur de sa valise. Les deux appareils sont simultanément mis en marche et la retransmission s'opère dans le temps record de 12 minutes. La photo reçue est immédiatement développée comme une simple épreuve. Allô, la photo est bonne? Parfait, bon pour la une. Et voilà tout le secret d'une dernière heure sensationnelle. Grâce à ces nouvelles technologies, les images de guerre circulent plus rapidement que jamais, façonnant progressivement la figure du photoreporter. Les journaux s'emparent de ce phénomène, relatant les aventures et exploits des photographes sur le front, les élevant au rang de héros modernes. Comme les soldats, ces hommes bravent les dangers de la guerre, mais avec une mission différente, témoigner et informer la population. Un exemple emblématique est donné par l'Illustration, dans son édition du 25 juin 1904, avec un article intitulé « La photographie à la guerre ». Pour la première fois, le journal consacre une chronique entière aux péripéties de ces photographes envoyés sur le terrain. C'est ainsi que naît le portrait du célèbre Jimmy Hare. Sans parler des risques graves auxquels est exposé un correspondant de guerre, photographe ou journaliste, quand on sait dans quelles conditions sont obtenus ces résultats, avec quelles installations rudimentaires il faut opérer sur le terrain, les manipulations si délicates de l'art photographique, on demeure un peu surpris et on ne songe pas à marchander son estime ou même son admiration à ses collaborateurs audacieux et fertiles en ressources. Pensez à tout ce que cela représente de vaillance, d'entre-gens, hauts amateurs commodément installés dans des laboratoires modèles, et ne soyez pas trop sévères si parfois on vous montre un cliché à demi parfait seulement. Quelques mois plus tard, le 10 décembre 1904, l'Illustration renforce encore le statut de ce héros en publiant une séquence de 16 photographies sous le titre « Une journée de combat entre Yentai et le Chao », photographiée heure par heure. En légende de cette séquence, nous pouvons lire. Le photographe, M. Hare, s'avançant vers les lignes de feu, prend successivement les clichés ci-dessus des batteries japonaises tirant sur la colline du temple, occupée par les Russes. Pendant ce temps, l'infanterie japonaise attaque la position russe et la prend d'assaut. M. Hare gagne aussitôt la position conquise et y prend les clichés ci-dessous. Ruines du temple en partie détruits par les obus, cadavres russes et japonais au sommet de la colline. M. Hare s'arrête de photographier pour donner ses soins aux blessés. Cet exemple parmi tant d'autres contribue à façonner le mythe du photoreporter. Peu à peu, cette figure s'ancre dans l'imaginaire collectif, celle d'un homme courageux et téméraire, toujours en quête d'aventure et de vérité, capturant l'instant avec des cadrages instinctifs et un flou témoignant de l'urgence de la situation. Et parmi les conflits couverts par les pionniers du photoreportage, la Première Guerre mondiale marque un véritable tournant. Bien que limités par la technologie de l'époque, qui les empêche de capturer directement les combats, ces photographes documentent l'armement et les transports militaires, notamment les avions, les zeppelins et les dirigeables. Ils immortalisent également la vie dans les tranchées ainsi que les soins prodigués aux blessés dans des hôpitaux de fortune. Pour renforcer l'impact de ces images, ils utilisent des appareils à vue stéréoscopique. Doté de 2 objectifs et de 2 capteurs légèrement espacés, ce dispositif prend 2 images de la même scène sous 2 angles différents. En stimulant ainsi l'œil droit avec la vue droite et l'œil gauche avec la vue gauche, ce procédé accentue la sensation de relief et crée une immersion inédite dans la scène de guerre. On pourrait l'apparenter à une vision en 3D. Déjà familier au grand public, ce procédé répond à une demande croissante de s'immerger dans l'image, comme si l'on se trouvait au cœur du conflit. Et ce phénomène fait aujourd'hui écho aux expériences de réalité virtuelle qui nous placent au centre d'un événement tout en restant en sécurité chez soi. Mais à l'instar des dispositifs de réalité virtuelle
actuelle, ces vues stéréoscopiques de la Grande Guerre sont exposées lors de foires, salons et projections afin de toucher massivement la population. Elles favorisent la diffusion d'informations militaires tout en galvanisant le soutien à l'effort de guerre, illustrant la puissance militaire et parfois même la brutalité de l'ennemi tout en rendant l'actualité profondément tangible. Le pouvoir de ces images devient crucial, leur impact sur la population est indéniable, mais ce qui constitue un atout peut aussi se révéler dangereux. Craignant qu'une seule photographie puisse semer la panique, les gouvernements instaurent une censure militaire stricte. Toutes les photos prises sur le front doivent passer par un bureau de censure, chargé de filtrer les informations diffusées. Les images susceptibles de démoraliser les troupes ou la population, celles révélant des informations stratégiques ou exposant une brutalité excessive du conflit, sont systématiquement interdites. Mutilations, souffrances des civils, défaites militaires et conditions de vie extrêmes dans les tranchées sont bannies. À l'inverse, les photographies capables de renforcer le soutien des populations, de glorifier l'armée et d'exalter la fierté nationale sont largement diffusées. Autrement dit, toute image jugée patriotique est exploitée pour allier l'opinion publique à la cause de la guerre. Finalement, chaque bureau de direction de presse doit soumettre ses images avant publication. Pour contourner cette étape, les journaux ont la possibilité d'utiliser les clichés produits par les tout premiers corps de photographes de guerre officiels. Chaque pays possède une ou plusieurs agences militaires photographiques. En France, on peut par exemple s'appuyer sur la section photographique de l'armée française. En Angleterre, c'est la British War Office, tandis qu'aux États-Unis, il s'agit de la USA School of Aerial Photography, voire même du Signal Corps. Cette dernière est notamment célèbre pour avoir réalisé plus de 75 000 photographies des conflits de 14-18. De rares photographes parviennent cependant à contourner la censure. Parmi eux, on retient le fameux Jimmy Hare, mais également Donald Thompson. Il faut attendre l'armistice du 11 novembre 1918 pour que les premières photographies, jusque-là censurées, soient enfin diffusées dans la presse. Mais même à ce moment-là, leur publication reste strictement encadrée. C'est particulièrement le cas des portraits de soldats défigurés par le conflit. Les blessures irréparables causées par les éclats d'obus, les balles ou les brûlures sont d'abord conservées dans des archives militaires et médicales, de peur de choquer l'opinion publique. On craint que ces images n'entraînent de vives critiques contre le gouvernement et ses décisions stratégiques, notamment l'envoi massif de soldats sacrifiés comme de la chair à canon dans une guerre qualifiée de boucherie. Mais après la guerre, à la différence des soldats tombés au front et honorés à travers des monuments aux morts, les survivants, eux, mutilés, sont bien présents. Ils rentrent chez eux, réintègrent la société et apparaissent dans l'espace public. Alors impossible de nier leur existence. Leur présence devient un rappel permanent des horreurs de la guerre et pourrait susciter un rejet massif des politiques menées, voire un sentiment de honte nationale face au sort qui leur a été réservé. Pour éviter cette contestation, le gouvernement change de stratégie et oriente la presse vers une narration héroïque des fameuses gueules cassées. Plus que de simples victimes, ces soldats deviennent l'épreuve vivante du sacrifice patriotique. Ils sont glorifiés pour leur bravoure et leur engagement au service de la victoire nationale. Leur souffrance est transformée en devoir patriotique et les élève au rang de martyrs de la nation. Si les gouvernements avaient le dernier mot, la photographie de guerre, tout comme la poésie de guerre, battrait le rappel en faveur du sacrifice des soldats. Peu à peu, cette image s'ancre dans l'imaginaire collectif, au point que leurs photographies sont exposées dans des musées et lors de salons médicaux. Ces expositions répondent à la curiosité du public tout en mettant en avant une autre fierté nationale, les avancées de la chirurgie reconstructrice, un domaine qui connaît alors un développement sans précédent. À cet instant, le monde entre dans ce que nous appelons aujourd'hui la période d'entre-deux-guerres, une période charnière dans la naissance du photojournalisme moderne. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés à photographier la guerre comme nous le faisons aujourd'hui,
il est essentiel de saisir les enjeux majeurs de cette ère. Le marché de la photographie de presse s'industrialise à grande échelle. Partout dans le monde, de nouveaux hebdomadaires illustrés émergent, rompant avec les codes figés de la presse traditionnelle. Les colonnes se libèrent, les marges disparaissent et les petites vignettes laissent place à de grandes photographies en pleine page. Ces nouveaux formats révolutionnent la presse et font exploser les ventes dans les années 20. En France, par exemple, le périodique Vue, dirigé par Lucien Vogel, atteint 2 millions d'exemplaires vendus en une seule semaine, du jamais vu dans l'histoire de la presse. La presse tourne alors définitivement la page du passé et adopte une créativité graphique audacieuse, en phase avec les avant-gardes allemandes et soviétiques, notamment le mouvement de la Nouvelle Vision, dont j'ai parlé il y a quelques épisodes de cela. Les prises de vue se réinventent, plongée vertigineuse, contre-plongée dynamique, perspective raccourcie, fisheye, on joue sur les diagonales et les obliques, on recadre sans hésitation et on expérimente. Solarisation, surimpression, montage, déformation, photogramme, la photographie de presse devient un terrain d'innovation, repoussant sans cesse les limites du médium. Et si toutes ces explorations photographiques deviennent possibles, c'est grâce à 2 innovations majeures dans le monde de la photographie. Tout d'abord, la commercialisation du Leica en 1925, puis du Rolleiflex en 1929. Avec le Leica, les photoreporters abandonnent enfin leur lourd boîtier sur trépied. Ils optent désormais pour un appareil compact, léger et maniable, qui ne se contente plus de capturer une seule image, mais permet d'enchaîner les prises de vue sans avoir à recharger entre chaque cliché. Son objectif à grande ouverture et son viseur à hauteur d'œil séduisent particulièrement les photographes d'avant-garde, leur offrant une liberté de mouvement et une discrétion inégalée. Mais c'est surtout le Rolleiflex qui s'impose dans le cœur des photoreporters. Doté de 2 objectifs, l'un pour la visée, l'autre pour la prise de vue, il se distingue par son viseur situé au sommet, permettant de photographier à hauteur de nombril. Un atout qui change le regard porté sur l'actualité. Autre avantage, ces pellicules grand format, idéales pour des agrandissements sans perte de qualité, deviennent un argument décisif pour les agences de presse. Quel que soit leur choix, en adoptant l'un de ces 2 boîtiers, les photographes de presse donnent naissance à une nouvelle esthétique de l'instantané, où l'information brute prime sur la recherche d'une image trop léchée. Désormais, la photographie de presse se doit d'être soudaine, inopinée, en parfaite adéquation avec les engagements moraux du reporter. Du photographe, nous attendons qu'il soit un espion dans la maison de l'amour et de la mort, et des sujets photographiés, qu'il n'ait pas conscience de la présence de l'appareil, qu'il soit pris au dépourvu. Pour produire ces images en quantité toujours plus importante, les services photographiques des journaux collaborent avec un nouvel acteur clé, les agences de presse. Ces derniers font le lien entre les commanditaires et les photoreporters, missionnant leurs équipes sur le terrain et s'assurant que les clichés soient livrés en temps et en heure, prêts à être publiés. Au début des années 30, la demande est telle que plus de 20 agences voient le jour à travers le monde. Parmi elles, Alliance Photo se distingue en collaborant ponctuellement avec certains des plus grands noms du milieu, comme Henri Cartier-Bresson, Chim et le couple Robert Capa et Gerda Taro. Cette évolution effrénée, portée par le rythme des machines industrielles, fait comprendre à la presse que la photographie ne se contente plus d'informer, elle fait vendre. Et pas seulement des journaux ou des magazines, mais aussi des produits et des idéologies. Ainsi, des entreprises comme Fiat et L'Oréal lancent leur propre hebdomadaire, tandis que d'autres utilisent la photographie pour dénoncer les régimes nazis et fascistes à travers des photomontages percutants. Dans cette même dynamique, le magazine URSS en construction est créé en 1930 à Moscou avec des éditions en allemand et en français pour toucher l'Europe. Exemple typique de l'instrumentalisation de l'image dans les années 30, il se donne pour mission de prouver au monde le succès du régime stalinien en mettant en avant les avancées du pays. Son format est radical. Aucun titre, aucune légende, seule la puissance visuelle des photographies doit suffire à monumentaliser la figure du travailleur soviétique. Les révolutions photographiques de l'entre-deux-guerres trouvent leur mise en application à partir de 1936.
lors de la guerre civile d'Espagne, un véritable tournant dans l'imagerie de guerre. Jusqu'alors, les photographies se limitaient principalement à des prises de vue avant et après bataille, en raison des contraintes matérielles et politiques. Cependant, cette guerre marque le début d'une ère où l'on ose enfin montrer la réalité crue des conflits. Les photographies deviennent alors des témoignages d'une réalité objective et incontestable, ayant pour but de choquer et d'émouvoir les populations sans distinction. Virginia Woolf aborde précisément ce sujet dans son ouvrage « 3 Guinées » de 1938, où elle écrit « En dehors de la vie et de l'opinion des gens, de ces biographies et de ces histoires, il y a également d'autres images, les images des faits, les photographies. Les photographies, bien sûr, ne sont pas des arguments adressés à la raison. Elles montrent une réalité qui s'adresse à l'œil. Les photographies sont sur la table, là, devant nous. Le gouvernement espagnol les envoie avec une patiente ténacité, environ 2 fois par semaine. Ce ne sont pas des photographies agréables à regarder. Ce sont des photographies de cadavres, pour la plupart. L'envoi de ce matin contient la photographie d'un corps qui pourrait être celui d'un homme ou d'une femme. Le corps est à ce point mutilé qu'il pourrait tout aussi bien être celui d'un cochon. Mais ces corps-là sont des cadavres d'enfants, et l'on devine derrière sans aucun doute le pan d'un mur. Une bombe a éventré la maison. Une cage d'oiseaux est encore accrochée dans ce qui devait être le salon, mais le reste ressemble à une poignée de jonchets suspendus dans les airs. Ces photographies ne sont pas un argument. Elles sont simplement le constat cru de la réalité des faits adressés à l'œil. Mais l'œil est connecté au cerveau, le cerveau au système nerveux. En un éclair, ce système envoie les messages par-delà les souvenirs, à travers les sensations présentes. Lorsque nous regardons ces photographies, c'est un peu comme si nous fusionnions. Quelle que soit l'éducation, les traditions qui nous précèdent, nos sensations sont les mêmes et elles sont violentes. Vous, monsieur, vous parlez d'horreur et de dégoût. Les mêmes mots nous viennent aux lèvres. La guerre, dites-vous, est une abomination, une barbarie. Il faut arrêter la guerre à n'importe quel prix. Et nos mots font écho aux vôtres. La guerre est une abomination, une barbarie. La guerre doit être arrêtée. Enfin, nous regardons à présent la même image. Nous voyons les mêmes cadavres, les mêmes maisons en ruine. Ce rapprochement brutal avec l'horreur constitue une documentation inédite dans l'histoire de la guerre. C'est ce qui vaut à Robert Capa une telle reconnaissance lorsqu'il capture la mort d'un soldat républicain le 5 septembre 1936. Publiée dans Paris Soir, puis relayée dans la presse internationale, cette image devient une référence du photojournalisme. Mais pourquoi cette image fait-elle tant parler ? D'abord, elle saisit l'instant précis où un milicien tombe sous les balles, un événement jamais vu auparavant. Ensuite, la proximité de Capa avec son sujet qui renforce son image d'homme audacieux, au sang froid et légendaire. En 1938, Picture Post lui décerne le titre de plus grand photographe de guerre du monde. Rien que ça. Mais aujourd'hui, cette photo est remise en question. Certains avancent qu'elle ne montrerait pas réellement la mort d'un soldat, mais un exercice sur la ligne de front. Pour preuve, l'absence de conflit espagnol lors de la prise de vue. Une polémique qui rappelle combien l'objectivité des images de guerre reste un débat brûlant encore aujourd'hui. Depuis ses débuts, la photographie de guerre n'a cessé d'évoluer, passant d'un outil de propagande soigneusement mis en scène à un témoignage brut de la réalité des conflits. D'abord limitée par des contraintes techniques et politiques, elle s'est progressivement imposée comme un révélateur de vérité, capable de sensibiliser, d'indigner et d'interpeller l'opinion publique, mais la guerre elle-même se transforme, et avec elle, la manière dont elle est photographiée. Un tournant décisif approche. En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate, marquant l'entrée dans une nouvelle ère où l'instantanéité et la diffusion des images bouleversent la perception des conflits. Dans le prochain épisode, la photographie de guerre entre dans sa modernité, où l'instantanéité et la diffusion rapide des images bouleversent le regard que nous portons sur les conflits. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nicéphore, et un merci tout particulier à Vanille du podcast C'est Creepy, ainsi qu'à Kurt du podcast Obscurum, et enfin à la talentueuse photographe Lou Segura pour leur interprétation des protagonistes.
Si toi, cher auditoriste, tu as aimé cette plongée dans l'histoire de la photographie de guerre, n'hésite pas à laisser des étoiles et un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi rejoindre la communauté de Nicéphore sur Instagram et TikTok pour prolonger la discussion et découvrir encore plus de contenu autour de l'histoire de la photographie. Et si tu souhaites soutenir Nicéphore et aider à le faire perdurer, tu peux rejoindre mon Patreon à hauteur de tes moyens. En échange, tu auras accès à un épisode exclusif par mois. Tu trouveras en description toutes les références citées dans cet épisode. Prends soin de toi et n'oublie pas, pour être inspirant, il suffit d'être inspiré.